Je travaille donc maintenant à la maison des familles et dans ce cadre, je reçois beaucoup de couples, notamment des couples sérodifférents qui donc souhaitent avoir des enfants. Et donc vous avez parlé de la possibilité donc des rapports protégés par les traitements. Et je voudrais savoir, donc, en précisant que c'est pas encore vraiment au point qu'on ne peut pas encore vraiment dire au couple il n'y a pas de risque de faire un enfant donc, sans passer par l'AMP. Mais nous, justement, les couples, ils ont beaucoup de problèmes pour accéder à l'AMP parce qu'il y a des longues listes, c'est compliqué, pas tout le monde peut peut avoir accès à l'AMP. Pour des questions d'âge ou pour différentes questions. Donc nous, on est très préoccupés par cette question justement des rapports donc, protégés par tes traitements, à savoir dans le rapport IENI, qu'est-ce qui va changer dans les années, qu'est-ce qui va être fait pour clarifier cette question. Alors, il y a une interpellation qui vous a fait directement, professeur. Vous semble dire un mot sur quelque chose. Cette question, allez-y. Ce qu'il y aura dans le rapport dans quelques années à celui-là, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est clair que la question que vous soulevez a été l'objet de débat dans le groupe de discussion, bien entendu. Et la conclusion était que, d'une part, c'est l'AMP qu'il faut proposer à tous les couples lorsqu'il y a ces situations de sérodiscordance VIH chez des couples qui veulent avoir des enfants, mais que, d'autre part, si des couples décident d'avoir des rapports non protégés pour avoir des enfants, eh bien à l'évidence, le travail des médecins et des autres intervenants et de les accompagner, de ne pas les abandonner sous prétexte qu'ils ne se plient pas à la recommandation qu'on leur fait. Toutefois, cette recommandation aujourd'hui, de passer par l'AMP, nous semble la prudence en raison de l'insuffisance des données que nous avons dans le cas que vous évoquez pour pouvoir faire une autre recommandation que celle que nous faisons. Il est possible que les choses changent dans quelques années, mais en tout cas aujourd'hui, le groupe a décidé de s'en tenir à cette recommandation compte tenu de toutes les données disponibles dans la littérature. Qu'est-ce qui va être fait pour que les choses changent? Quelles données en matière de recherche pour avoir plus de données? Qu'est-ce qui va être là donc la question était comment les choses pourraient-elles changer? Oui. Sur la base de quoi? Et donc elles pourraient changer sur la base de données provenant d'essais thérapeutiques ou de plus d'études de corps qu'on en a actuellement, pour mesurer dans une situation plus générale si l'absence d'utilisation du préservatif dans des couples sérodifférents, le patient infecté ayant une charge virale indétectable sous traitement, donnait un risque nul individuellement de contamination du partenaire. Et il est clair que autant nous avons des données collectives générales sur la transmission, autant nous mesurons mal, à titre individuel, le risque des patients. Et le groupe d'experts a considéré que c'était seulement des essais thérapeutiques comparatifs qui permettraient de comprendre définitivement quel est le risque résiduel en cas de non-utilisation du préservatif, quel est le risque résiduel de transmission. Donc voilà, donc il faut davantage de données de recherche clinique pour pouvoir prendre une recommandation qui soit différente de celle qu'on envisage. Ces études sont en cours. Ces études sont en cours. Le problème, c'est que ce n'est pas des études sur 6 mois, c'est des études sur plusieurs années, et que donc on n'en aura les résultats que dans quelques années. Professeur Didier-Goussin. Monsieur Ieni a répondu, je crois, pleinement à la question, mais je pensais que votre interrogation posait aussi le problème de l'abandon ou non du préservatif en cas de virémie indétectable, à la suite, vous savez, de la publication qui a été faite
adressée aux médecins suisses. Cette question est actuellement étudiée de manière très approfondie au sein du Conseil national du sida. En l'état actuel des connaissances, cette recommandation ne peut pas être faite de façon large, certainement pas. Et la recommandation, et donc c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le rapport, c'est bien le maintien de l'usage du préservatif dans ces circonstances. Alors, un mot pour compléter, pour revenir dans ce cadre de infection par le VIH et de procréation sur les recommandations du groupe d'experts. Il y a 3 gammes de recommandations dans votre rapport. D'abord, la proposition de dépistage de futurs pères systématique. Deuxièmement, on propose aux couples sérodiscordants toutes les techniques d'AMP, d'aide médicale à la procréation disponibles sans discrimination. Et puis, troisièmement, que le fait d'être en situation irrégulière, bénéficiant de l'aide médicale d'État, ne soit pas un empêchement de se voir proposer une aide médicale à la procréation. Alors, pour les 2 derniers items, effectivement, j'y souscris. Et sur l'aide que les couples en situation irrégulière se voient proposer l'aide médicale à la procréation, j'y ai veillé personnellement. Également pour qu'on puisse proposer de l'aide médicale à la procréation aux couples sérodiscordants sans aucune discrimination. Alors pour la proposition systématique de dépistage chez les futurs pères, j'ai envie de me tourner à nouveau vers Didier Houssin, puisqu'il y a une étude qui a été faite par la Direction générale de la santé et de l'INPES sur ce sujet, et qui devrait déboucher pour l'insertion dans un guide de certaines recommandations. Si vous permettez, Madame la Ministre, je demanderai à Madame Chenal, qui vraiment connaît ça par cœur, de vous répondre. Donc effectivement, nous avons déjà travaillé avec l'INPES sur cette proposition. Donc il y a 2 pistes de réflexion. La première est celle d'une proposition systématique de dépistage lors de la consultation préconceptionnelle qui va être mise en place lorsque les couples pensent à faire un enfant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième piste, c'est dans l'élaboration de l'INPES d'un outil destiné aux professionnels de santé pour les femmes enceintes. Donc c'est un outil destiné aux professionnels qui accueillent les femmes enceintes, de pouvoir insérer un guide donc à l'utilisation, à la proposition de dépistage systématique du futur père. Donc ça, ce sont ces 2 pistes. Celle de la consultation préconceptionnelle devrait être, je pense, opérationnelle l'année prochaine, et puis celle de l'outil est en cours.